Bonjour, je vous emmène en rando VTT dans les Pyrénées-Orientales. On démarre depuis Argelès pour grimper vers le massif des Alberts dans la forêt de Massane. Le parcours est long de 29 km pour un dénivelé de 620 mètres. Après avoir traversé la ville d'Argelès, on se rend au pied du massif des Alberts pour se lancer dans une première montée. À l'origine, j'ai trouvé cette trace sur le site web de l'Office du tourisme d'Argelès, et en la faisant plusieurs fois, je l'ai corrigée. La trace d'origine était imprécise et me faisait prendre un autre sentier qui n'arrivait nulle part. Et là, la première fois que je l'ai pris, j'ai dû improviser en portant le vélo pour revenir sur la trace. Alors qu'en prenant le bon sentier, il n'y a aucune difficulté. Cela veut dire qu'il faut toujours se méfier des traces que l'on récupère et toujours rester vigilant, même si la source semble sûre. J'en profite pour vous signaler que la trace est disponible sur mon Strava. J'ai aussi mis un lien dans la description de la vidéo pour la télécharger si vous n'êtes pas abonné à Strava. Le mur que je longe est celui du château de Valmy. Ce sentier passe juste à côté mais ne permet pas de le voir. Si vous voulez le voir, avant d'emprunter ce chemin sur la droite, vous pouvez continuer une cinquantaine de mètres de plus et prendre sur votre droite. Vous arriverez à l'entrée du château et vous pouvez ensuite revenir en arrière pour reprendre le parcours. Par la suite, il sera aussi possible de le voir sur les vues panoramiques. Vous pouvez constater que la surface a changé. On a commencé la montée sur le bitume, puis sur un chemin de terre, et maintenant cela devient plus rocailleux. Ce parcours est bien car il est progressif. Alors que les montées deviennent de plus en plus pentues, la surface devient de plus en plus compliquée et de plus en plus rocailleuse. J'ai réalisé ce parcours en plein été. Si vous faites comme moi, je vous conseille fortement de partir tôt le matin avant que les températures ne soient trop élevées. Et n'hésitez surtout pas à prendre beaucoup d'eau avec vous. Je suis parti avec une poche de 2,5 litres. Je n'ai pas tout utilisé, mais il vaut mieux être trop prudent. Sur la partie montagneuse du parcours, la plus difficile, il n'y a pas vraiment la possibilité de se ravitailler. Vous pouvez voir qu'il y a de plus en plus de soleil dans les montées. C'est beaucoup plus fatigant de monter avec le soleil en direct. Globalement, sur ce parcours, les montées se font à l'ombre. Et comme on fait le tour de la montagne, on se retrouve forcément exposé au soleil. Mais sur ce parcours, les parties ensoleillées ne durent pas très longtemps et on retrouve vite une partie à l'ombre. Donc ça va. Les descentes se feront plus au soleil, mais cela n'est pas un problème avec la vitesse. C'est pour cela aussi qu'il faut partir tôt le matin. Il fait plus frais et cela permet d'avoir plus d'ombre que lorsque le soleil est à midi. Cette fois-ci, j'étais parti avant 8h30, ce qui est déjà tard. Mais le parcours n'est pas trop long donc ça va. Il se termine vers 11h. À ce moment-là, il fait déjà plus chaud. Mais le plus dur a été fait et c'est surtout de la descente sur la fin. Sur des parcours longs ou sur des parcours difficiles,
sur lesquels je peux avoir des imprévus, je pars plutôt vers les 6h30 du matin. Ce parcours, j'ai dû le faire 5 ou 6 fois sur les 2 dernières années, toujours pendant les vacances d'été. Cela dit, j'aimerais vraiment le faire en demi-saison ou même en hiver. Les montées doivent être plus faciles avec les températures plus basses, les descentes moins poussiéreuses, ou alors carrément avec de la boue et des rochers glissants pour ajouter du technique et baisser la vitesse en descente. Sur des randos VTT où je roule seul pendant plusieurs heures, j'essaie de bien gérer mon effort. Je roule avec une montre cardio. C'est pour cela que vous entendez des bips sur la vidéo, c'est la montre qui m'alerte lorsque je dépasse les 155 pulsations. Je surveille mon cardio pour ne pas monter trop haut dans les phases d'effort. En ce qui me concerne, je me limite à 155. Cela dépend de chacun, la fréquence maximale est de 185, et en fait 155 chez moi, ça correspond à l'allure d'un jogging. Donc sur une rando VTT comme celle-ci, en termes d'effort, je fais l'équivalent d'un jogging d'une heure et demie, ce qui correspond à 12-15 km de jogging pour moi. Cela me permet de ne pas trop m'épuiser et de pouvoir gérer un imprévu, comme un parcours qui s'allonge, ou des montées supplémentaires en cas d'erreur de parcours.
on vient de passer un VTTiste. L'année dernière, j'en avais croisé peu, mais cette année, il y en a beaucoup plus. Peut-être parce que la ville d'Argelès en fait de plus en plus la promotion, et elle a raison. C'est un endroit magnifique pour cela. Après, il y a aussi les VTT à assistance électrique. Cela permet peut-être à certains de pouvoir accéder à des endroits qui leur semblaient inaccessibles en VTT musculaire. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais vous avez deviné que je suis en VTT musculaire, comme on dit maintenant. Vous allez voir, je vais rouler sur une grille métallique. On trouve ce type de grille qui rend le chemin rigide et praticable, tout en laissant le petit ruisseau couler en dessous. Enfin, quand c'est la saison, car là il est tout sec. Eh bien, je suis toujours très vigilant maintenant quand je passe par-dessus. L'année dernière, j'ai chuté à cet endroit. Il y avait un trou juste avant de monter sur la grille. Je suis passé dessus avec la roue avant, qui n'était pas parfaitement perpendiculaire, et mon pneu a pivoté à 90 degrés pour tomber dans la rainure de la grille. Mon VTT s'est bloqué net et je suis passé par-dessus pour me retrouver dans les ronces. Le danger peut être partout. Cette fois-là, j'ai eu de la chance. Je ne me suis rien cassé et en plus, il y avait deux autres VTTistes pour assister à la chute et me proposer de l'aide. Mais parfois, on a moins de chance et on est souvent seul, sans aucun passage pendant des heures. D'ailleurs, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai configuré ma montre Garmin, auquel envoie ma position GPS en temps réel à mes proches. Il y a d'autres applications sur smartphone qui le font aussi, comme Open. S'il m'arrive un souci, mes proches peuvent savoir où je me trouve et connaître ma fréquence cardiaque. Enfin, cela marche s'il y a de la 4G à l'endroit où vous roulez. Sinon, ce sera votre dernière position qui sera indiquée. Certains trouveront que je suis parano jusqu'au jour où ils auront un gros pépin. Cela dit, c'est surtout vrai pour les VTTistes qui roulent seuls. La meilleure sécurité, c'est de rouler à plusieurs. Voilà enfin une première descente. Vous pouvez voir que l'on roule sur de la caillasse. Il faut donc chercher une trajectoire où il n'y a pas trop de cailloux pour trouver une bonne adhérence. C'est pour cela que je slalome sur le chemin. Il faut aussi éviter de se prendre un gros caillou ou une grosse marche et de partir à la chute. Après cette première descente, on refait une montée et on va alterner comme cela pendant un petit moment. C'est de plus en plus rocailleux et technique. Et là, on est directement sur la roche. Mais ça va, j'ai eu le temps de reprendre mon souffle dans la descente. J'adore rouler sur ce type de terrain un peu technique. Sur les montées les plus dures, la pente monte à 15 degrés. Et le tout sur une surface rocailleuse. On n'est pas sur du bitume et l'effort est bien plus difficile.
Et dans ces moments-là, cela devient technique. Il faut à la fois choisir le bon chemin pour passer entre les rochers, essayer de ne pas poser le pied, tout en continuant à doser son effort. La plupart du temps, sur cette rando, on est sur des pentes de 8-9 degrés pour les montées, et on a les mêmes inclinaisons pour les descentes. Tom. Comme vous pouvez le voir sur la carte, nous arrivons à la section la plus pentue. C'est d'abord la montée la plus dure, puis la descente la plus forte aussi. Dans ce passage, il y a des magnifiques vues. Je vous ferai des pauses pour que vous puissiez mieux les voir. Les vues dans un parcours comme celui-là, c'est un peu la récompense, le but que l'on voulait atteindre. Lorsque l'on a de longues descentes, il faut bien toujours rester concentré. On a envie de s'amuser et de rechercher la difficulté, mais il faut être conscient qu'au bout d'un moment, on n'a plus le même niveau de concentration. Et là, il faut savoir ralentir pour rester dans sa zone de maîtrise. Bonjour, merci. C'est dingue les vitesses à laquelle on peut descendre, alors que les montées ont été si longues. Dans les montées les plus rudes de cette randonnée, ma vitesse est de 5 km/h. Mais là, je suis en moyenne à 8 km/h. Dans les descentes, mon maximum a été de 37 km/h. Mais la plupart du temps, je tournais entre 25 et 30 km/h. Sur le parcours, vous pouvez voir des panneaux de rando VTT avec des numéros. Il y a peut-être un numéro qui correspond à ce parcours, car à la base, ce parcours a été récupéré sur le site de l'Office du tourisme. Mais honnêtement, je n'ai pas trouvé quel numéro correspond. Si vous avez l'info, vous pouvez me l'indiquer dans les commentaires. Je l'ajouterai dans les infos de la description. Comme je vous l'avais dit, il y a de magnifiques points de vue sur ce parcours. Vous avez des paysages où se mêlent le ciel, la terre, la mer et la montagne. Ce sont les plus beaux paysages pour moi. D'ailleurs, cela peut être un piège, car quand vous êtes dans une descente dans un endroit aussi magnifique,
il faut toujours garder le regard sur le chemin, ne pas trop regarder le paysage, car la route reste un peu technique. Ou sinon, il faut s'arrêter et le contempler tranquillement. Ici, le terrain devient poussiéreux, avec des virages parfois serrés. Il faut rester vigilant pour ne pas glisser.
Vite, hein. Depuis le début, vous pouvez voir que vous êtes sur des chemins assez larges. De ce côté de la montagne, il y a de l'activité humaine et le parcours sera toujours sur des chemins larges. Entre ces grands chemins, il y a des possibilités de trouver des singles plus techniques qui peuvent raccourcir le parcours. Mais par contre, il y aura souvent du portage qui peut être long. L'avantage de ce parcours est qu'il n'y a pas de portage et si vous êtes sportif, vous pouvez faire toutes les montées sans poser le pied. Par contre, si vous vous enfoncez dans le massif des Alberts, il y a un espace naturel qui est beaucoup plus sauvage. Il n'y a pas d'activité économique dans ce coin et donc pas de grands chemins, mais plutôt des sentiers de rando pédestre. Un jour, je vous raconterai la mésaventure qui m'est arrivée dans cette zone où je me suis perdu en VTT.
Nous avons quitté la partie la plus montagneuse et la plus sauvage pour revenir sur la partie du ranch. Ici, il y a plus d'arbres et de verdure et on retrouve de l'activité agricole et d'élevage. Nous allons d'ailleurs traverser une sorte de ranch avec de la terre rougeâtre. Ça change de la caillasse et de la roche. Cela permet aussi de rouler plus vite. Cette rando se termine. On revient sur la ville pour revenir au point de départ. C'est toujours un peu étrange de retourner dans la ville et à la civilisation après avoir passé des heures dans la montagne et la forêt. La transition est toujours trop rapide entre la campagne et la ville.
C'était une rando assez courte mais assez physique. C'est une de mes traces préférées dans ce secteur. Les vues sont magnifiques sur la montagne, la mer et le ciel. Le temps était superbe, un tout petit peu trop chaud, mais c'est normal, la vidéo a été réalisée au mois d'août. Je vous ai proposé une vidéo différente, plus travaillée, avec plus d'explications. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo si cela vous a plu. Si vous préférez ce genre de vidéo, ou des vidéos plus courtes, mais publiées plus souvent. Je vous remercie d'avoir suivi cette rando jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt, et d'ici là, roulez prudemment et portez-vous bien.